Bienvenue à cette série de capsules vidéo dans laquelle je vous raconte la première partie de l'histoire de la fille qui épousa un ours, l'une des histoires traditionnelles les plus largement répandues chez les Premières Nations du Yukon et même bien au-delà du territoire. Mais d'abord, voici un bref aperçu de mon parcours et comment j'ai acquis certaines compétences dans ce domaine en particulier. Alors, je me présente, je m'appelle Philippe Cardinal. Je détiens un doctorat en sciences humaines, c'est-à-dire en anthropologie, en histoire et en traductologie. J'ai enseigné à l'Université Concordia à Montréal et à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Pour mes études de maîtrise et de doctorat, je me suis spécialisé en l'étude des traductions et des publications des histoires traditionnelles des Premières Nations du Yukon et de la côte du Pacifique. J'ai fait mes recherches doctorales de terrain auprès des aînés de la Première Nation de Selkirk, qui sont des Tushonee du Nord, à Pelly Crossing, au Yukon. Maintenant, pour vous aider à mieux apprécier cette histoire, je vais m'efforcer de bien répondre à une question que je juge particulièrement pertinente, c'est-à-dire à quoi servaient les histoires traditionnelles des Premières Nations du Yukon. Bien sûr, elles servaient avant tout de divertissement. Dans un monde de chasseurs-cueilleurs qui n'a pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet, ni Facebook, ni iPhone, où les nuits d'hiver sont particulièrement longues, il faut bien faire quelque chose pour occuper le temps que l'on passe autour du feu pendant que la tempête gronde dehors et qu'il fait tellement froid que les arbres éclatent spontanément sous l'effet du gel subarctique et que les loups hurlent leur lugubre concert tout près. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se raconte des histoires. Mais ce n'est que la fonction apparente de ces histoires qui sont réellement conçues pour transmettre l'ensemble de la sagesse accumulée de la nation à ses enfants. Elles sont normalement racontées par les aînés, mais en l'absence d'aînés, une mère peut tout aussi bien la raconter aux petits, tout comme un père peut aussi les conter ces histoires à ses fils dans un bivouac de fortune au bord du sentier de la chasse. Mais ces histoires traditionnelles étaient le plus souvent racontées par un aîné pendant les longues soirées d'hiver, avec tous les enfants assis en demi-cercle à ses pieds, et les adolescents et les adultes. Chacun et chacune occupés, l'une à fabriquer, disons, une paire de mocassins, par exemple, l'autre à réparer un filet de pêche troué, tout en prêtant attentivement l'oreille aux paroles de l'aîné raconteur, qui était habituellement le plus âgé des hommes aînés présents. En l'absence d'aînés masculins, la plus âgée des femmes aînées prenait bien sûr la relève. Le fait que ce soit surtout les hommes qui transmettaient les histoires traditionnelles avait pour effet de répandre les diverses versions de chaque histoire chez toutes les Premières Nations du territoire. En effet, puisque les hommes venaient presque tous d'autres villages et pouvaient même être originaires d'une nation éloignée dont la langue pouvait être très différente de celle de sa famille d'accueil, il y avait un constant brassage de cultures et tôt ou tard, toutes les histoires d'une nation donnée se trouvaient transmises à toutes les autres nations d'un vaste territoire, transmises essentiellement par les hommes qui avaient épousé des femmes des autres nations que les leurs. Et c'est largement pour cette raison que toutes les histoires sont largement répandues chez toutes les Premières Nations du Yukon, y compris les nations adjacentes de l'autre côté de la chaîne de montagnes côtières au bord de l'océan Pacifique. Or, si le but premier de raconter ces histoires traditionnelles était de transmettre l'ensemble des connaissances et de la sagesse accumulée de la nation aux jeunes, cela n'était jamais énoncé. Les aînés ne disaient jamais aux enfants que les histoires qu'ils et qu'elles leur racontaient avaient pour but de les éduquer. Pour les petits, ce n'était que pur divertissement.
Et ce n'est que bien plus tard, vers la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, que l'on comprenait enfin le but réel de ces histoires traditionnelles. Et s'il arrivait parfois que les conteurs soulignent la leçon à tirer d'une partie de l'une de ces histoires, c'était quand même très rare. La plupart du temps, selon la tradition autochtone, les conteurs n'expliquaient rien du tout, préférant laisser les membres de leur auditoire en déduire, elles et eux-mêmes, une fois devenus grands, les leçons à tirer de chacune de ces histoires. Et au fur et à mesure qu'ils et qu'elles vieillissaient et prenaient de la sagesse, le sens caché de ces histoires gagnait en diversité, complexité et profondeur. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!